J'écris un scénario en ce moment et je peux te dire que même lorsqu'on connaît la théorie, on retombe souvent dans certains pièges. Voici 7 erreurs assez classiques qui fragilisent un scénario et surtout comment les corriger. Alors, première erreur, une intrigue sans émotion. C'est une erreur que l'on voit souvent des scénarios sous-développés en termes émotionnels. Alors on a plein de bagarres partout, on a des disputes à tour de bras, mais en fait, émotionnellement, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de transformation. Donc, il n'y a pas de personnage, hein, il n'y a pas d'arc dramatique, et donc il n'y a pas de film. Alors, qu'est-ce qui crée une émotion? C'est ça qui est important à comprendre ici. C'est le conflit. Mais attention, le conflit, c'est une tension, et puis c'est un apaisement. C'est une perte, c'est une attente. Tu vois, ce sont comme ça des mouvements émotionnels qui se tendent, qui se contractent à un moment, et puis qui se relâchent. C'est ça le conflit. Hein, le conflit, c'est pas forcément une dispute, c'est pas forcément qu'on se tape dessus. Le conflit, c'est bien plus complexe que ça parce que ça va toucher en général le besoin profond du protagoniste. Donc si par exemple tu regardes Les Dents de la Mer, évidemment le conflit il est avec le requin. Bon, mais il y a aussi d'autres conflits dans le film et notamment le conflit intérieur du personnage avec lui-même, j'allais dire, avec sa peur de l'eau. Il va devoir aller affronter sa peur en pleine mer pour aller combattre ce requin. Donc tu vois, les peurs sont un petit peu comme des fois des poupées russes. C'est ça qui produit l'émotion. Donc le personnage, il ne doit pas seulement résoudre un problème, il doit affronter quelque chose qui le concerne intimement. C'est ça la chose la plus importante. Alors, pose-toi la question suivante. Est-ce que les événements qui constituent tes scènes ont de véritables conséquences émotionnelles sur tes personnages, hein, et surtout évidemment sur le personnage principal. Est-ce que ton personnage sort de la scène de la même façon qu'il y est entré, dans le même état émotionnel? Là, ça ne va pas du tout. Hein. Il faut qu'il y ait une scène qui transforme quelque chose émotionnellement pour lui ou pour les autres personnes. Okay. Tu peux essayer aussi de visualiser l'ensemble de ton film et de voir comment les charges émotionnelles se répartissent. Ensuite, tu prends scène par scène et ça doit changer tout le temps. Okay, plus, moins, bon, ça, tu le trouveras dans beaucoup de livres sur l'écriture de scénario et c'est un conseil que j'aime donner parce que ça évite la platitude, hein, sinon des scènes qui s'enchaînent comme ça sans qu'on ressente quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'il doit y avoir des crises de larmes, qu'il doit y avoir des choses extraordinaires au niveau émotionnel. Ça peut être aussi très contenu. Deuxième erreur, c'est un objectif qui ne structure pas vraiment l'histoire. Vérifie que l'objectif principal de ton protagoniste est lié aux points d'intrigue principaux de ton film. Dans un scénario, il y a des points d'intrigue qui sous-tendent le film, qui composent sa structure. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans cette question de structure parce que je le fais dans d'autres vidéos et que ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là. Mais en tous les cas, garde en tête que les points de structure principaux qui constituent ton histoire doivent être reliés au but principal de ton personnage. Sinon, il va y avoir un problème de flottement. Alors, pour parler de flottement, je parle du monde de Nemo, par exemple, comme film. Tu vois, il y a un enchaînement de scènes, mais si ces scènes-là... alors, je ne sais plus ce qu'il rencontre dans le film, il y a des méduses, il y a Dory, voilà. Si toutes ces scènes-là n'étaient pas enchaînées, n'étaient pas liées plutôt au fait que Marin cherche son fils désespérément, ce serait un enchaînement de scènes peut-être même très bien écrites, mais qui n'aurait pas grand-chose à raconter au final. Hein. Ce serait une succession de scènes amusantes. Donc vérifie bien dans ton scénario que les scènes pivots soient reliées au but principal.
de ton perso. Troisième erreur, alors très 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 fréquente, pas d'enjeu. Pas d'enjeu, c'est-à-dire ton personnage ne réussit pas à atteindre son but, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il vit sa vie tranquillement. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'objectif de ton personnage, l'objectif principal de ton personnage et les enjeux doivent être intimement liés. En Retour vers le futur, Marty, s'il échoue et que ses parents ne retombent pas amoureux, bah, tout simplement, il n'existe pas. Attention, évidemment, c'est pas forcément toujours un enjeu de vie ou de mort. Si je prends un autre exemple dans Whiplash, évidemment, hein, Andrew, il va pas disparaître si son rêve de devenir le meilleur batteur du monde échoue. Mais il y a quelque chose qui sera définitivement détruit en lui s'il n'arrive pas à atteindre son but. Okay, alors, ça peut être plein de choses, hein, l'enjeu. Ça peut être un enjeu physique, moral, affectif, social. Mais en tous les cas, c'est important pour lui. Hein. Donc, pose-toi toujours la question de savoir que perd définitivement ton personnage s'il échoue. Quatrième erreur, des dialogues sans sous-texte. Alors le sous-texte, je dirais que c'est l'écart entre ce que dit ton personnage et ce qu'il veut obtenir à travers ce qu'il dit. Hein, c'est ce qui crée la tension. Alors, par exemple, dans une scène d'ouverture, parce que ça c'est l'exemple à donner typique, Inglourious Basterds, Hans Landa, il parle très poliment au fermier, lui demande du lait, tout ça. Bon, il respecte, on va dire, apparemment, les règles de la conversation. Mais on sait qu'il y a une terrible menace, évidemment, puisque tout le monde sait ce qu'il y a sous le plancher. Okay, pose-toi la question. Mes personnages parlent-ils tous de la même manière, déjà ? Ça, c'est toujours intéressant à se poser cette question. Et puis, est-ce qu'ils utilisent le même vocabulaire, le même rythme, les mêmes expressions ? Est-ce qu'ils disent exactement et directement ce qu'ils ressentent ? Okay. Par exemple, un personnage peut dire je suis très content de toi, alors qu'en fait, dans la situation, on comprend parfaitement que la personne est complètement dégoûtée, super jalouse. Bon, tu vois, on peut, plutôt que de dire oui, je suis jaloux, non, dans la vie, on ne fera pas ça. Donc, essaye vraiment de voir dans la vie courante comment on fait pour cacher quelque chose que l'on ressent profondément. Donc toutes les choses qu'on ressent des fois et qui nous dérangent un petit peu, hein, qu'on n'a pas envie de montrer à l'autre personne, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour cacher ça ? Cinquième erreur, un scénario sans voix. Alors non, un scénario n'est pas un plan Ikea, ni un compte-rendu froid. Un scénario, quand on lit un bon scénario, en tous les cas, on lit avant tout un auteur, on entend sa voix. Alors c'est très difficile à déterminer ce qu'est la voix. Moi, je dirais que c'est une affirmation de ta personnalité en synergie avec le genre de ton film. Donc, en lisant un scénario, on doit sentir une sensibilité particulière. C'est comme si la sensibilité de l'auteur devenait solide sur la page. Moi, c'est comme ça que je le dirais. Alors, attention à ne pas confondre la voix avec le style. C'est pas exactement la même chose. Le style, pour moi, c'est un peu l'enrobage, c'est-à-dire c'est un peu le véhicule qui va permettre à ta voix, en gros, d'atteindre le lecteur émotionnellement. Que faire si tu as la sensation que ton scénario est impersonnel, ce qui est, à mon avis, le pire qui puisse arriver? Pose-toi la question de savoir si le texte que tu as écrit pourrait être écrit par quelqu'un d'autre, et si la réponse est oui, pose-toi la question de savoir qui est cette personne qui parle à travers toi. Qui est-ce qui parle à travers toi? Alors, ça peut paraître curieux de se poser cette question-là, mais on se rend compte parfois que l'on est parlé par autre chose, les films qu'on a vus, les règles que l'on a apprises, la société,
Non, je parle pas du wokisme, pourquoi? Et qu'au fond, c'est pas nous vraiment qui parlons, hein. Voilà. Moi, à mon avis, tout ça, faut le dézinguer. Parce que sinon, il y a ChatGPT. C'est aussi simple que ça, hein. Si on ne trouve pas en tant qu'auteur sa voix et qu'elle nous est propre, je ne sais pas à quoi servent les artistes. C'est un peu dur, mais c'est ça, la réalité. Sixième erreur, une promesse non tenue. Oh, alors, des questions posées doivent être répondues, hein. C'est la fameuse phrase de Tchekhov que tu connais sûrement. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte, vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Et vlan. Bon, moi c'est direct. Exit les descriptions inutiles, on ne décrit que ce qui a un intérêt pour l'histoire. Donc si par exemple dans ton scénario, tu me décris une pièce en me parlant de la texture et de la couleur des rideaux, et que ça n'a aucune espèce d'importance pour l'intrigue, ça ne va pas. J'ai lu dernièrement le scénario de La Favorite, je te le conseille, un scénario qui a mis plus de 20 ans à être écrit, hein. Il n'y a pratiquement aucune description, alors que le film est une débauche de décor, hein, puisqu'il se situe dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Et tu lis le scénario et il n'y a pratiquement rien. Pourquoi ? Parce que les détails ne servaient pas vraiment à l'intrigue. Ok ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut retirer toute atmosphère du scénario, parce que là, on retombe au problème que le scénario, évidemment, c'est pas un plan Ikea. Mais si tu insistes sur quelque chose, sur une clé, une photo, je ne sais pas quoi, il faut que ça ait du sens pour la suite. Septième erreur, des scènes qui ne provoquent rien. Aïe, aïe, aïe. Alors oui, tu peux avoir de bonnes scènes, des scènes intéressantes, bien écrites, mais quand tu les places les unes après les autres, l'histoire n'avance pas. Alors, c'est ce qu'on appelle un récit épisodique. La plupart du temps, c'est qu'il y a un problème de causalité, hein. Ça donne une succession de situations, on appelle ça des vignettes. Et en revanche, il n'y a pas de chaîne dramatique là, hein, dans ce cas-là. Alors, je te donne un exemple contraire. Parasite, l'arrivée du fils dans la famille Park va permettre ensuite à la sœur de se faire engager. Son arrivée provoque le licenciement du chauffeur, puis ensuite la gouvernante, je crois que c'est dans ce sens-là. Bref, il y a des événements comme ça en cascade. Ok. Alors j'ai fait une vidéo spéciale sur ce type de problème et je te conseille de la regarder car j'y donne vraiment la méthode exacte pour corriger le tir. Je mettrai la vidéo ici. Voilà. En attendant, pose-toi cette question. Si je retire telle scène, est-ce que les scènes suivantes peuvent exactement se produire de la même manière? Est-ce qu'il n'y a pas de changement? Si la réponse est oui, c'est qu'il y a un problème. Okay. Une scène doit forcément nous indiquer quelque chose sur ton personnage en plus qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, ou alors modifier la suite, hein. Sinon ça veut dire que c'est une scène comme ça qui pourrait totalement être retirée de ton scénario. En conclusion, la chose à savoir, enfin en tout cas la chose que je dirais, c'est que durant toute ta carrière, tu vas travailler sur ces erreurs, hein. C'est pour ça que je n'ai pas appelé ça des erreurs de débutants, parce que je pense que c'est pas totalement ça. C'est pas que des erreurs de débutants. On les fait peut-être plus quand on est débutant, mais c'est assez classique, et surtout dans les premiers brouillons, hein, forcément qu'on retrouve ce type d'erreur. Même quand on connaît la théorie, on peut être confronté dans tel ou tel scénario à avoir ce type de problème. Continue d'écrire et continue de t'améliorer. Bye.